Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 novembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, direction les marchés. Dans l'ensemble, on constate que les bourses européennes, même aux États-Unis, du moins les bourses américaines, commencent à manquer de carburant, puisque les inquiétudes liées à la crise sanitaire alimenté aussi par de mauvaises statistiques américaines au cours de la semaine, eh bien, commence à prendre le pas sur les espoirs de vaccins. Effectivement, les craintes liées à la crise sanitaire ont quelque peu accaparé l'attention des investisseurs, occultant les informations positives de plusieurs laboratoires sur leur vaccin expérimental. Aux États-Unis, on a quand même franchi la barre des 250 000 morts mercredi et la ville de New York, en parallèle, a décidé la fermeture des écoles publiques. En Asie, Tokyo a relevé son seuil d'alerte au niveau maximal hier, alors que le nombre quotidien de nouvelles infections a atteint un niveau record. À Wall Street, maintenant, on constate que les investisseurs se tournent vers la reprise enfin des discussions sur un nouveau plan de relance de l'économie. Ça permet de redonner un peu, de doper le moral des investisseurs. Et effectivement, hier, un peu avant la clôture, on a eu Chuck Schumer, président du groupe démocrate au Sénat, qui a annoncé à son homologue républicain qu'il avait accepté finalement de reprendre les discussions sur un nouveau plan d'allègement fiscal. Et comme vous le savez, de nouvelles aides sont jugées vitales pour les ménages américains en pleine période en plus de transition floue entre Donald Trump et les démocrates et Joe Biden, puisque Donald Trump refuse sa défaite et estime encore une fois qu'il a gagné les élections. Toutefois, les marchés s'en moquent un peu actuellement. Ils estiment que Donald Trump partira bien tranquillement de la Maison-Blanche. De ce fait, on a la Maison-Blanche qui a laissé désormais carte blanche au Congrès pour tenter de reprendre ces discussions qui dure maintenant depuis de nombreuses semaines. En parallèle, on a eu aussi le président de la Banque centrale de Dallas, Rob Kaplan, qui a par ailleurs averti qu'avec la résurgence du virus, les perspectives économiques étaient plutôt en baisse, évoquant même une croissance négative sur un trimestre, voire deux. Donc maintenant qu'on a eu l'annonce sur les vaccins, certes, c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas cela qui va créer de l'emploi et qui va vacciner pour autant l'économie. Donc ça permet de, de voir en tout cas la lumière au bout du tunnel, se dire que le pire n'est pas certain, les marchés anticipent et comme je vous le disais, se projettent maintenant au printemps 2021. Toutefois, maintenant, ce qu'on va regarder, ça va être les perspectives de croissance et des bénéfices. Et surtout, constater si on n'a pas des sociétés un peu zombies qui vont faire faillite et avoir peut-être une accélération du chômage si jamais on a des licenciements au cours des prochaines semaines. Donc maintenant, focus sur la reprise économique pour les mois et les semaines à venir. Côté macro, ici, c'est un graphique du Bitcoin. Sommes-nous en plein FOMO, donc Fear of Missing Out, donc la peur de rater le train, de manquer cette hausse, euphorie la plus totale, et un graphique très intéressant, justement, qui montre que nous sommes proches d'un record historique, puisqu'on évolue quasiment autour presque des 19 000 $, mais cette fois sans, si vous voulez, tout l'engouement médiatique qu'on avait pu avoir en 2017. Et en gros, si vous voulez, l'intérêt du public
tel que mesuré par les mentions de Bitcoin dans les articles des médias, est au plus bas malgré la reprise. Ça, en orange, ici, vous avez l'évolution du BTC. Et en blanc, c'est les recherches effectuées par les internautes, par les médias, pour savoir s'il faut acheter ou non du Bitcoin. Et logiquement, une bulle se caractérise par une ascension à la verticale des prix, comme c'était le cas ici, et aussi par l'effet médiatique. Tout le monde en parle dans les médias, ça devient viral, et derrière, c'est ce qui produit ce phénomène aussi de bulle lorsque les derniers entrants, prévenus en quelque sorte par les médias, décident de se positionner, eh bien, les grosses baleines, elles, commencent à vendre et on assiste à un éclatement d'une bulle lorsque les marchés sont montés en ligne droite. Donc, ce qui était exactement le cas ici. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se situe en fait au plus bas. Donc, certes, on a un BTC qui s'est envolé de plus de 150% depuis le début de l'année, mais disons que le phénomène auquel on assiste depuis le creux du mois de mars n'est pas le même que celui qu'on avait en 2017. Où là, on découvrait les crypto-monnaies, nouvel actif, on se demandait un peu ce que c'était, est-ce qu'il fallait en acheter, c'était tendance, effet de foule, bulle. Là, aujourd'hui, la crise du Covid a en quelque sorte changé les mentalités et surtout celles des pros qui décident maintenant de se positionner sur les actifs numériques pour échapper un peu à la dépréciation des monnaies fiat. Et donc derrière, voilà pourquoi on a une telle hausse en parallèle sur le BTC. Et donc intéressant de voir que justement dans les médias, on n'en parle pas trop finalement, contrairement à 2017. Ce qui laisse à penser, en tout cas, que même si je trouve qu'on est monté en tout cas un peu haut, un peu vite, ce rallye pourrait continuer, pourrait très bien accélérer en direction des 20 000, 22 000, 23 000. Vous voyez, tant qu'on n'a pas vraiment des médias qui se mettent à écrire des papiers histoire de faire couler de l'encre sur le BTC un peu partout, eh bien, on n'aura pas atteint le top du FOMO. Et donc, un grand bull run pourra avoir lieu plus loin tant que le public n'aura pas atteint l'étape euphorique du FOMO. Bien entendu, j'invite à la prudence car on est quand même monté un peu haut, un peu vite. Et ça va être intéressant de suivre ce graphique une fois qu'on aura fait les plus hauts historiques. Car généralement, lorsqu'un actif dépasse ses plus hauts historiques, on en parle beaucoup dans les médias. Donc là, ça va être intéressant de suivre et de voir si justement certains particuliers décident de rentrer massivement sur le marché, qui sera sur un sommet historique après un rallye de 150%. Donc encore une fois, psychologie de marché, on constate malheureusement que les particuliers se positionnent à l'achat pas au bon moment, pas au début du mouvement, mais à la fin du mouvement, ce qui est souvent le cas le signe en tout cas d'un retournement de marché à venir. Donc, à suivre lorsqu'on sera sur les niveaux les plus hauts historiques, voir quelle va être un peu l'attitude des particuliers et des médias. On fera le point techniquement justement juste après pour faire un cadrage du BTC. Ici, c'est un graphique qui représente le PER du Dow Jones, donc le fameux ratio Price Earning Ratio, cours sur bénéfice, qui permet, entre autres, on va dire, à prendre avec des pincettes, car c'est en fonction du secteur. On sait que dans le secteur de la tech, le PER est extrêmement élevé, alors que sur les valeurs dites de value de l'économie traditionnelle, on a plutôt un PER qui est pas faible, mais on a vraiment une divergence entre le PER des techs et le PER des banques, par exemple. Mais là, c'est sur le secteur, sur l'indice Dow Jones, et ça permet de savoir si on estime que les actions, ou du moins l'indice, la valorisation des actions est sous-évaluée ou surévaluée.
Et encore une fois, je vous avais montré l'indicateur de Warren Buffett, capitalisation boursière mondiale sur PIB mondial, où on avait atteint un niveau quand même intéressant, proche, on était au-dessus de 100%, et là c'est pareil, vous voyez qu'on atteint quand même les 25. La dernière fois qu'on avait atteint ce niveau, eh bien c'était quasiment en 2007, donc on était même un peu en dessous, on était plutôt au niveau des 23, 22, et le top niveau c'était durant la bulle des dot-com en 2000. Donc, encore une fois, un ratio qui montre que effectivement les marchés commencent à être un peu chers. Toutefois, ce ratio est quelque peu faussé dans le sens où on a des marchés qui sont soutenus artificiellement par les banquiers centraux. De ce fait, les injections massives de liquidités dopent en quelque sorte ce ratio. Donc c'est sûr que les personnes qui se sont positionnées ici, oui, là, les actions étaient vraiment pas chères. On avait un Dow Jones à 18 000 points. On est passé de 18 000 à 30 000 points. Donc, grosse extension du ratio PER, mais aussi ce PER est dopé par les liquidités, alors qu'en 2000, les banques centrales intervenaient très peu sur les marchés. Du moins, n'avaient pas encore sorti le bazooka monétaire. C'est vraiment en 2009 qu'on a assisté à un soutien inconditionnel de l'ensemble des banquiers centraux et à des politiques monétaires ultra accommodantes. Donc derrière, si vous voulez, ça fausse en quelque sorte le ratio. On pourrait croire qu'il est très élevé, mais en fait, les injections massives de liquidités font que tout augmente très vite et on a un peu l'effet un peu trompe-l'œil de ce ratio-là. N'oublions pas que les banques centrales ont quand même injecté 10 000 milliards de liquidités sur les marchés financiers. Et donc, on pourrait très bien continuer à grimper pour atteindre les sommets de 2000 et peut-être même les dépasser tant qu'on aura un soutien de la part des banques centrales. Mais un indicateur à surveiller qui montre tout de même qu'on approche de niveaux historiques et en tout cas que le marché américain, on ne va pas se le mentir, commence à devenir cher. Mais derrière, c'est pas parce que le marché commence à devenir cher qu'on va avoir une rechute. On peut très bien commencer à monter, mais se dire que la hausse à moyen long terme pourrait être limitée avant d'avoir une dégringolade de quelques pourcents. Pour finir sur la partie macro, ici c'est l'indice dollar. Et je trouvais ce graphique très intéressant et très perspicace, notamment concernant les cycles du dollar. Et en fait, le cabinet de recherche Nautilus, à travers ce graphique, a backtesté plusieurs stratégies de long et de short sur une période de 54 ans et a déterminé que on avait des cycles qui duraient à peu près 16 ans sur le dollar. Donc on a des méga-cycles de 16 ans. Les marchés financiers fonctionnent par cycle, l'économie fonctionne par cycle, les marchés haussiers et baissiers fonctionnent par cycle. Tout est cyclique, si vous voulez. Tous les actifs sont cycliques. Et le dollar, force est de constater qu'on a des cycles de très long terme qui durent en moyenne 16 ans d'après les paramètres et les stratégies qui ont été backtestées justement en fonction des stratégies longues ou short qui ont plutôt un excellent taux de succès. Mais très intéressant de voir que potentiellement, ici, on se situe plutôt dans un cycle baissier. En tout cas, le point bas, selon les recherches du cabinet, pourrait être atteint si le marché respecte vraiment bien ces cycles en 2024. Donc, quel impact derrière d'avoir un dollar faible? Eh bien, notamment sur les métaux précieux. Voilà pourquoi tant d'analystes sont, et même économistes, sont, disons, on va dire, optimistes sur les métaux précieux, notamment l'or, puisque la dépréciation du dollar favorise la hausse du métal jaune. Et en parallèle, un dollar faible aussi est très bon
pour les actions américaines. Alors qu'un euro fort, lui, a tendance généralement à pénaliser les actions européennes. Donc, un graphique très intéressant à surveiller, sachant qu'on est quasiment en train de faire un double top ici. Et effectivement, ce graphique laisse à penser que on pourrait entamer en tout cas un cycle baissier sur le dollar pour venir, enfin, qui se terminerait en 2024 avant un nouveau cycle haussier qui pourrait durer plusieurs années. Donc, graphique très intéressant à suivre au cours des prochains mois. Cela pourrait aussi vous donner quelques indications concernant l'orientation et l'allocation de votre portefeuille sur certaines classes d'actifs, notamment si vous êtes un investisseur de moyen long terme. Côté graphique maintenant, faisons un point sur le CAC 40. Où en sommes-nous? On a plutôt tricoté cette semaine sur le CAC 40. On a avancé un peu en crabologie, j'ai envie de dire. On va démarrer en mensuel. Bon, on est sur une belle zone quand même. On est sur une zone mensuelle à 5530, 5550 points. C'est cette zone-là qu'on a travaillé de 2017 à 2018 jusqu'à 2019, pendant quasiment 3 ans, avant d'avoir le signal technique haussier. Et là, on est pile poil dessus. On a quand même un marché qui prend 20% en seulement 20 jours. On n'a même pas terminé le mois que le marché prend déjà 20%. Les investisseurs et les opérateurs reprennent le goût, du moins pour ont retrouvé l'appétit pour le risque, mais on est quand même monté un peu haut, un peu vite. En tout cas, c'est mon avis. Bien entendu, je reste plutôt haussier à moyen long terme sur le CAC pour l'instant, sauf éléments exogènes qui viendraient un peu perturber ces marchés financiers. Mais on pourrait, comme je vous le disais, terminer l'année en beauté. En tout cas. Toutefois, une correction est nécessaire, un repli, et là, je constate qu'on atteint une zone majeure. Et je vois mal le marché accélérer tout de suite et en mode euphorique pour aller chercher les 6000 points. J'aurais bien une petite consolidation, pourquoi pas sur les 5250 au mieux, avant de repartir. Donc là, on est déjà sur une très belle zone mensuelle à surveiller tant qu'on n'a pas de cassure. Effectivement, la cassure enverrait, je pense, un véritable signal technique. Toutefois, si on avait quand même eu un beau bull trap, mais là, le marché, vous voyez, ne s'est pas arrêté n'importe où. En daily, on a cette divergence baissière qui est en train de prendre forme sur l'indice CAC 40. Elle n'est toujours pas validée, pour l'instant, à surveiller. Ce serait bien qu'on ait une incursion sous les 5425 points, ce qui permettrait de se replier pour aller chercher les 5250. Voilà ce que je cherche actuellement, c'est plutôt une stratégie baissière sur ce niveau, avec un signal technique de retournement, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment, puisque nous avons certes une divergence baissière en formation, mais elle n'est pas validée, pour l'instant, en tout cas. En parallèle, ce serait quand même bien d'avoir un beau chandelier de retournement. Un avalement, une étoile du soir, une étoile filante avec un bel excès ici sur mèche, au final en clôture juste en dessous. Là, ça viendrait renforcer. Vous voyez, le flux est tellement haussier et impulsif qu'il est bien d'avoir plusieurs éléments convergents pour envisager cette stratégie baissière. Bon, là, on est en train de dessiner quelque chose d'intéressant. Maintenant, il va falloir valider et confirmer tout ça. Donc, à surveiller, on est quand même sur une belle zone technique, une belle divergence. J'aimerais bien un pattern, un avalement qui permettrait de confirmer au moins un repli sur les 5250. Je n'envisage pas un comblement du gap tout de suite. Ça ferait quand même une grosse accélération, mais un repli de
4%, c'est pas énorme. Après 20% de hausse, 4-5%, c'est vraiment pas énorme avant de déclencher la nouvelle jambe de hausse et pourquoi pas terminer l'année en beauté. Pareil, en données 4 heures, on avait cette divergence, mais elle n'est pas validée. Enfin, l'indicateur RSI valide effectivement cette divergence, mais vous voyez qu'on fait quand même des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, qu'on n'a pas, tant qu'on ne repasse pas sous les 5425 points, en quelque sorte, ce sera le seuil critique à atteindre, à franchir en tout cas, pour valider ce scénario. Donc en 4 heures, elle semble validée, on pourrait très bien remonter ici et refaire une seconde divergence avec un deuxième top et avoir un creux finalement entre les deux sommets au milieu, enfin du moins qui permettrait de valider la divergence un peu plus tard. Mais même en données 4 heures, c'est haussier pour l'instant. En données 4 heures, on est sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. En données 1 heure, même constat. On a même l'indicateur RSI qui se dégonfle tout doucement. Ici, on a même une cassure Tenkan Kijun. En tout cas, c'est encore trop tôt, je trouve, pour affirmer potentiellement qu'on va avoir une correction de marché. On est sur une belle zone technique, on a une divergence, toutefois, il manque le signal. Si on casse, par contre, ça invalidera ce scénario baissier et risque d'accélération. Dans le cas contraire, eh bien, vous connaissez mon plan sur le CAC 40. Le DAX, c'est exactement la même chose. Sur l'indice allemand, c'est exactement la même chose, seulement qu'on n'a pas une divergence, mais on se stabilise aussi. Vous voyez, on a beaucoup de bougies d'indécision, très clairement. C'est pas des bougies de continuation. Pivot clé, 13 300 à franchir. Au-dessus de 13 300, stratégie haussière, elle n'a pas changé. Il faut aller chercher le comblement du gap à 13 500 points. Donc, petite stratégie swing pour s'offrir 200 points sur le DAX. Mais si ça accélère vraiment, on ira plus haut, on ira de nouveau sur les plus hauts historiques à 13 008. Mais en tout cas, comme vous le savez, généralement, les prix sont attirés par les trous de cotation. En données 1 heure, 4 heures d'abord, pas plus d'informations que ça, si ce n'est aussi qu'on a une cassure quand même Tenkan Kijun dans le sens du flux. Toutefois, Shikou n'est pas vraiment libéré de tout obstacle, donc ça c'est un élément qui est un peu dérangeant. Mais ce que je note surtout, ce sera ce range qu'il va falloir surveiller. Ça permet de cadrer, parce que très clairement, depuis lundi, vous voyez, il s'est passé absolument rien sur l'indice. Si j'arrive à tracer ce range correctement, voilà, ici. Voilà ce qu'il faut surveiller sur le DAX, c'est tout simplement ce range. On a quand même du mal à faire des rotations bien propres, bien complètes depuis mardi. Ici, là, on a du mal à rejoindre la borne haute, là aussi c'est pareil. Sentiment qu'on va plutôt venir combler ce gap, mais très clairement on est dans un range technique de consolidation, de stabilisation. Donc ici on est en plein milieu du désert, donc il n'y a absolument rien à faire. Attendre la cassure de la borne haute plutôt vers les 13 300 pour éviter de se prendre une mèche comme ici et un bull trap, mais surveiller tout simplement la cassure de ce range qui devrait donner le tempo pour la suite. En cas de correction, effectivement, ce serait une sortie par le bas avec un retour potentiellement sur les 12 775. C'est vrai que venir combler ce gap ici, ça ferait une correction de, comme sur le CAC 40, 4-5%, ça me semble correct en tout cas. C'est pas hallucinant. Je ne m'attends pas à un retournement de marché, mais une correction au moins de 3-4%, ça me semble légitime. Mais il faut laisser du temps au temps, encore une fois, et laisser le marché décider de la direction qu'il va prendre. Donc, on attendra une cassure, soit de la borne haute, soit de la borne basse pour se positionner. Sinon, pour l'instant, c'est tout simplement un ping-pong entre les deux bornes.
Le Dow Jones. L'indice américain, pareil, il nous montre quand même des signes de faiblesse, je trouve. On va basculer en hebdo. Est-ce qu'on a de l'information en hebdo? Ah, il y a un trou d'air. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même un gros trou d'air sous les pieds ici, et que ce trou d'air-là devrait être comblé avant de repartir. On cale sur la résistance historique, on est repassé en dessous finalement, pareil, on a un beau doji ici qui est un peu en mode stratosphérique, qui est perdu au milieu de nulle part, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et on a l'impression voilà, qu'il y a un trou d'air, et que ça mériterait d'être comblé en tout cas avant de repartir. En daily, on a eu un bel avalement baissier. Pareil, donc comme sur le CAC, des éléments techniques qui montrent en tout cas que la hausse semble limitée à court terme. Je dis bien à court terme. À long terme, comme je vous le disais, cette sortie de canal haussier plaide pour une accélération vers les 31 000, les 32 000, on va arrondir, quasiment, non, peut-être pas 32 000, 31 200 points. Mais à court terme, ici, on a quand même eu un bel avalement baissier. Bel avalement baissier en mode bull trap sur la résistance historique ici à 29 550. Derrière, un peu en mode euphorique, on tente de la gaper, on est vite rattrapé. Avalement baissier, donc j'entrevois toujours une correction de marché pour venir combler ce gap avant de repartir. En mode, on effectue ce fameux pullback, on comble le gap et on repart de plus belle. En données 4 heures, on a en plus validé cette divergence. Rappelez-vous, on en parlait lundi de cette divergence à surveiller, ou peut-être mercredi. Mais une divergence baissière en parallèle en 4 heures qui est validée. Donc l'objectif, généralement, c'est 50% de la dernière vague de hausse. Mais je viserais plutôt les 38,2, le comblement du gap. Là, pareil, divergence 4 heures validée, avalement baissier daily. Je ne passe pas haussier dans l'immédiat sur le Dow Jones, c'est plutôt envie d'être baissier à court terme pour venir chercher, en tout cas, pareil, une correction de 3-4%, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà en tout cas le biais que j'ai sur l'ensemble des indices. Donc on fera le point la semaine prochaine pour essayer d'affiner encore plus ces stratégies. Côté Forex maintenant, je vais quand même regarder en 1 heure. On a cassé avec Kijun, sous MM 50. Les futurs sont légèrement dans le rouge. Potentiellement un double top, on pourrait aussi former ici avec cette mèche. Donc c'est vrai que si on passe sous les 29 000, ça ouvre la voie à une accélération encore un peu plus profonde. Pourquoi pas venir chercher la même de ça. Mais bon, plutôt baissier que haussier sur l'indice. Côté Forex, c'est assez maigre. Je trouvais que la semaine était assez molle sur le Forex. Pas beaucoup d'informations. On va seulement regarder deux paires, Euro-USD et GBP-USD. C'est clairement pas là où se passe l'action, en tout cas pas cette semaine. C'était plutôt sur même les indices un peu mous, les cryptos, essentiellement les cryptos. Une semaine assez calme sur les marchés dans l'ensemble. Sur l'euro, bah en fait, rien n'a changé depuis lundi, ni mercredi d'ailleurs. Les consignes, en quelque sorte, sont un peu les mêmes. C'est la fameuse zone des 1,1875 à franchir à la hausse pour aller chercher les 1,2040. Donc pour le moment, on cale depuis pas mal de temps. Sentiment quand même que le marché va aller chercher plus haut. En parallèle, à moyen long terme, mais ça c'était sur le graphique de très long terme du dollar, bon, on pourrait, tout porte à croire que l'euro pourrait effectivement continuer son accélération et accélérer vers les 1,2040 et les 1,2080.
Mais on est toujours compressé dans ce range technique entre 1,1875 et 1,16. Ainsi, seul le franchissement de ce niveau de résistance permettrait d'accélérer vers le prochain seuil technique. Donc là, en daily, pas beaucoup d'informations, même dans les bougies, je me montre quand même très prudent, même si ça cale ici. Je n'ai pas le sentiment que le marché a envie d'entamer une nouvelle rotation des prix. Je suis quand même plutôt haussier sur l'euro que baissier. Et en données 4 heures, on se stabilise dans un range de très court terme. Là, on bute. Mais sinon, il faut se montrer patient encore en fait sur la paire euro-dollar. Voilà, on est dans un range. J'ai pas envie d'être baissier. Je considère que c'est pas vraiment le moment. Qu'on est plutôt dans un range d'une heure ici. Voilà, donc pour les traders intraday, vous pouvez tenter d'affiner. Je vais supprimer celui-là, voilà, pour que ce soit un peu plus propre. Range une heure, très clairement. Donc oui, pourquoi pas opter pour une stratégie baissière si on casse les 1,1820 et de se dire bon, on a peut-être fait un double top, là je peux entamer une stratégie baissière pour aller chercher l'indice 745, mais pour l'instant on est dans un range. Là on est en plein milieu du range 1 heure et ce range est pile sur la borne haute du range daily. Donc très clairement, pour affiner votre plan, il va falloir surveiller l'évolution et le comportement des prix à l'intérieur de ce rectangle de consolidation. Pourquoi pas entamer une stratégie baissière pour viser, comme je vous le disais, l'indice 745 si on en sort par le haut. Par contre, la sortie au-dessus, eh bien là, vous connaissez mon plan concernant l'euro pour viser les 1,2040. Le GBP USD, j'attends mon oblique. Voilà, là, on a une très belle oblique. Doucement mais sûrement, on commence à se rapprocher de ce niveau, du moins de cette droite de tendance baissière à 1,3350. C'est à la fois une belle zone de résistance qu'on a travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Vous voyez ici toutes les mèches, ici les mèches, pareil ici, et de nouveau, voilà. Donc, je passerai haussier sur le GBP USD si on casse les 1,3350 pour aller chercher les 1,36. On pourrait potentiellement avoir une fin de dynamique baissière et entamer une reprise haussière. Mais tant qu'on est sous les 1,3350, on pourrait très bien chercher de nouveau une stratégie baissière. À l'approche de ce niveau, pour l'instant, pas de changement de retournement. On est aussi sur une zone intermédiaire vers les 1,33. Je vais l'enlever pour que ce soit un peu plus propre. Mais on a un niveau psychologique ici de prix à 1,33. Voilà, il va falloir surveiller ici au contact de ce niveau la réaction du marché. Pareil, on pourrait très bien entamer une correction, venir prendre les 1,3175 avant de repartir. Mais je m'attends de nouveau aussi à ce que le marché ne traverse pas tout de suite ce niveau. On a quand même du mal, on n'a pas une belle dynamique non plus. C'est un peu, pas comme ici, on a du flux. Là, on a quand même du mal à faire une belle ascension. Donc là, de nouveau, ça pourrait caler, en tout cas, je pense, à l'approche de ce niveau clé. Et en données 4 heures, potentiellement un triangle. Voilà, à surveiller. On a un triangle ici. On se rapproche doucement de ce niveau. Alors oui, en cas de sortie par le haut, voyons voir si le marché aura suffisamment de force pour à la fois casser sa borne haute et son oblique. Mais sinon, plus on va se rapprocher d'ici, plus on se rapproche de l'oblique basse, et la sortie par le bas permettrait dans ce cas d'opter pour une stratégie baissière sur la livre.
Les matières premières maintenant, avec le gold. Sur support. On est sur le fil du rasoir, hein, toujours, comme d'habitude. Est-ce qu'on va réussir à sauver notre Kijun cette semaine, encore une fois? On a réussi à de nombreuses reprises, en tout cas lors des précédentes semaines. Mais pareil, hein, c'était très, très mou sur l'actif cette semaine, pas grand-chose. Vous voyez, pas de volatilité en tout cas. L'effet vaccin a un peu plombé le gold pour l'instant. À court terme, en tout cas, c'est vrai que les acteurs du marché préfèrent s'orienter vers les actifs risqués, délaissent un petit peu les métaux précieux. On a une stabilisation au niveau de la demande en parallèle des flux entrants sur les ETF gold. De ce fait, ça se stabilise pour l'instant sur le gold. Le nouveau plan de relance aux États-Unis devrait permettre, au cours des prochains mois, je pense, et le soutien inconditionnel des banquiers centraux, de doper une nouvelle fois le métal jaune. En tout cas, d'un point de vue trading, toujours sur une zone de support. 1852, on peut essayer de mettre à profit cette zone. Malheureusement, je ne constate toujours pas de signal technique haussier. Risquer de rentrer sur touchette, pourquoi pas, ça peut fonctionner parfois. C'est le pivot clé. Il n'a pas changé. Pivot clé à surveiller. Zone d'achat optimale, selon moi, ce serait les 1800. Là, c'est vraiment la zone parfaite pour se positionner. Ici, bien entendu, c'est un niveau aussi intéressant. Néanmoins, j'aimerais bien avoir un peu plus d'éléments haussiers. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sauf si, en données 4 heures, voire 1 heure, on est dans un range. Ici, on a un range et que là, on a fait un peu notre marteau et qu'on est venu avaler en données 4 heures. C'est le seul élément technique que je constate à court terme sur le gold qui me dit que le support pourrait tenir. Alors, le seul élément, c'est ça, c'est un peu léger, c'est seulement donné 4 heures. J'aurais bien voulu avoir une confirmation, mais j'ai pas de divergence, j'ai pas de changé de retournement daily, j'ai juste un gros niveau de support. Sentiment qu'on est peut-être en train de faire un range, un marteau ici et un avalement derrière qui permettrait en tout cas d'entrevoir une nouvelle rotation vers les 1896. Voilà le seul plan intéressant sur le gold à surveiller, à exploiter. Toutefois, j'estime qu'il est quand même un peu risqué, mais on est sur une belle zone. Et pour l'instant, la dynamique reste haussière, mais la semaine a été plutôt calme sur l'ensemble des métaux précieux. Le Brent. Pareil, range, on est dans la zone, mais toujours pas de signal technique baissier en tout cas. Les acheteurs gardent la main. On va sûrement clôturer la semaine au-dessus de la MM50, ça semble bien parti. Sortir au-dessus du nuage, ça aussi c'est un bon point. Il va falloir traverser la zone hebdomadaire et sortir par le haut de ce rectangle pour aller chercher un peu plus haut. Je remarque quand même qu'on a beaucoup d'actifs qui sont sur des niveaux clés, hein, que ce soit le Dow Jones, on cale sur le plus haut historique, le CAC 40, c'est pareil, le gold sur un support intéressant, le pétrole sur un niveau clé. Voilà. Les marchés sont vraiment sur des niveaux pivots. En daily, eh bien, vous voyez que les acheteurs, pour l'instant, gardent la main. Donc, attendons cet excès, comme ici, qu'on rentre vraiment dans la zone technique, voir si le marché va réussir à accélérer. Mais là, c'est haussier. En tout cas, se positionner à la vente,
n'est pas très judicieux, en tout cas je trouve, pour l'instant. Et je surveille ce triangle aussi, en données 4 heures. Voilà. On a un beau triangle ascendant. Et il faudrait qu'on ait une sortie d'ici lundi prochain. Parce que plus on va s'approcher de l'apex, plus on a de chances que le triangle dysfonctionne tout simplement. Mais en tout cas, c'est haussier, ça consolide, on est à l'approche d'une résistance, pas de signal de retournement baissier, on évite de se positionner à l'achat sur une résistance, on attend sa cassure, et la cassure pourrait venir via cette sortie par le haut de triangle de consolidation. Donc, à suivre, on pourrait avoir un peu d'action à partir de la semaine prochaine sur le pétrole. Le light, c'est exactement la même chose. Un peu le sentiment qu'on a un triangle ici. Voilà. Les perspectives sont exactement les mêmes. Donc, actuellement, en hebdo, c'est un peu plus propre, c'est sûr. On est bien libéré de tout obstacle, mais force est de constater que, comme sur le Brent, on est pile poil dans la zone de résistance. Donc, on attendra sa cassure pour se positionner tranquillement et aller chercher les prochains niveaux de résistance. Mais pour l'instant, haussier en données 4 heures, en données daily, depuis l'avalement ici, et pas de signal de retournement technique baissier. Donc on fera le point lundi pour savoir si on a un peu plus d'informations à prendre en compte. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Ça monte haut et vite. Comme je vous le disais en introduction, on n'est pas vraiment encore dans cette phase de FOMO qu'on pourrait avoir, mais on accélère un peu fort quand même, surtout depuis le début de la semaine. Ça monte un peu haut, un peu vite. Et ça devient une hausse à la verticale. Voilà, la bougie de la semaine, on prend quand même 15%. La 12, 5, 13. Donc on est quand même, pas envie de dire en euphorie, car c'est pas vraiment le cas, mais presque. Mais on pourrait continuer à grimper comme ça en direction des 20 000 puis 22 000. Hein. Finalement, il n'y a pas un seuil où le marché doit s'arrêter. Mais j'invite quand même à la prudence. Comme je vous le disais, j'estime que se positionner maintenant sur le BTC, alors qu'on avait un signal technique aux alentours des 10 000, rentrer à 20 000, encore une fois, c'est pas très profitable, c'est pas recommandé, même si je ne donne pas de conseils financiers ou de recommandations boursières à travers ces émissions, mais plutôt de l'éducation sur la bourse. Et maintenant que vous commencez à me connaître, vous savez que généralement, je n'apprécie pas trop ces phases de marché où on monte à la verticale. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et là, c'est actuellement un peu le cas. On commence à avoir un RSI qui commence à monter un peu haut, très éloigné de la Tenkan. Donc, tout porte à croire qu'on commence à rentrer dans une phase de surachat sur le BTC. Pour autant, je ne m'attends pas spécialement à un retournement puisque les conditions, comme je vous le disais en introduction, et l'attrait pour le BTC qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'en 2017. Néanmoins, j'ai pas envie de dire que ça commence à devenir dangereux, mais
faudrait que ça se calme. Il faudrait qu'on se stabilise un peu, qu'on consolide, pourquoi pas recorriger avant de repartir. Là, depuis les 10 000, bon, le RSI commence à bien entrer en zone de surachat, mais c'est une force acheteuse qui est en place. Vous voyez que pour le moment, rien ne sert de vendre le BTC, ça deviendra intéressant éventuellement si on sort de cette zone. Toutefois, j'invite à la prudence, car rentrer là, ici, même si on n'est peut-être pas forcément en plein FOMO, voilà, ce n'est pas très judicieux en tout cas. Par contre, pour celles et ceux qui sont à l'achat, depuis ce double creux ou qu'on réussit à rentrer à la cassure de chacune des résistances, eh bien, pour vous, vous remontez tout simplement tranquillement votre stop de protection et vous essayez d'accompagner le plus loin ce marché. Donc, en début de semaine, le stop était logiquement placé sous les 15 800. Et là, il faudrait le remonter pour le placer sous la Tenkan aux alentours des 16 800. Et ainsi de suite. Et le prochain niveau à aller chercher, c'est les 20 000. Et pour l'instant, c'est haussier, c'est des plus bas de plus en plus haut, on casse des résistances, aucun signal technique de retournement à court terme. Prochaine cible, ce sera les plus hauts historiques, le seuil psychologique des 20 000 points. Toutefois, en se montrant bien entendu assez prudent, car généralement, les excès engendrent des excès, et là je considère qu'on entame, surtout depuis le début de la semaine, un excès aussi, et que derrière, la correction, comme d'habitude sur les crypto-monnaies, risque d'être brutale, même si je suis bien entendu haussier concernant la crypto sur les prochains mois, voire même les prochaines années. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing pour le retrouver dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end aussi, et on se retrouve donc lundi pour faire un point complet sur l'ensemble des marchés.